on voit bien effectivement que face à ce futur incertain, de très nombreux risques se passent, mais on voit aussi finalement cette capacité, à travers ce que nous venons de partager, de faire le pari de la confiance. Et le nombre finalement de preuves de concept, d'initiatives locales, d'initiatives à plus grande échelle se démultiplie. Mais la question reste finalement pour le déploiement de tout cela. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Paul Bailly, parce que de votre expérience, d'abord, vous avez écrit un magnifique livre sur le management par la confiance. Pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, je crois que c'est le moment, là, en ce début d'année, de l'acheter et se précipiter pour le lire. Mais surtout parce que vous l'avez vécu. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas simplement écrit, vous ne l'avez pas simplement dit, vous l'avez vécu à la fois dans votre expérience à la RATP et à la Poste. Comment on conduit une grande transformation? Quelles sont les conditions finalement pour pouvoir réussir le passage de... Il y a plein de belles initiatives dont on vient de parler, il y a une transformation à l'œuvre, mais finalement, comment est-ce qu'on fait ce pari de la confiance et on peut transformer ça en une capacité d'action collective? Merci beaucoup, Charles Benoît, pour nous avoir invités et puis pour tout le travail que vous avez fait. Et bonjour à chacun et à chacune. Vaste programme, n'est-ce pas, hein? Quelles sont les conditions pour réussir un changement à grande échelle? Dire ça en quelques minutes et sans reprendre les banalités qu'on peut retrouver dans tous les cours de management ou les livres. Je vais faire le pari de prendre un exemple, plutôt que de grandes idées, parce que je me suis rendu compte également que finalement, les gens retiennent mieux les exemples que les discours plus organisés. L'exemple que je vais prendre, c'est celui à la Poste de l'adaptation complète et durable du réseau des bureaux de poste par la construction inédite d'une alliance et d'un partenariat avec les élus locaux. Quelle était la situation de départ? La situation de départ était extrêmement difficile. La Poste voulait transformer un certain nombre de bureaux de poste, voulait transformer son réseau, elle voulait faire en sorte que l'activité postale ne soit plus dans des réseaux de poste en propre, mais au sein des municipalités ou chez des commerçants. Et il y avait évidemment un blocage complet. Un blocage complet avec une tension terrible. Le président que j'étais, quand il allait dans les congrès départementaux de maires ruraux, se faisait huer. Pas reçu de tomates, mais c'était quand même tout juste. Il y avait des campagnes de presse très très importantes. J'ai même été convoqué chez le Premier ministre. C'est-à-dire que la situation était difficile. 5-6 ans après, on peut dire que les transformations dont je parlais se sont faites, très nombreuses, et de manière non conflictuelle. Les relations avec les maires sont devenues confiantes et détendues. Et on peut dire même que ce partenariat entre la Poste et les élus locaux est assez souvent donné comme exemple ou comme référence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais retenir ici 3 points qui sont les points qui m'ont, quand j'y réfléchis après, le plus marqué et qui sont le plus importants, me semble-t-il. Le premier, c'est qu'on a su gérer le temps et la spécificité de chacun, de chaque maire, de chaque territoire. Pas de grands plans, pas de grandes déclarations, pas de grands objectifs, du travail de terrain. Du travail de terrain pour respecter le temps de chacun. On n'y réfléchit pas assez, mais à quel point le temps est essentiel dans la conduite de la transformation. Regardez aujourd'hui, dans la pandémie, on ne parle que du temps. Trop vite, trop tôt, trop tard, pas assez. Voilà, on ne parle que de ça. Le temps, avec chacun, on a essayé de réfléchir. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on va à la bonne vitesse? Est-ce qu'on va au bon rythme? Est-ce qu'on fait les choses dans le bon ordre? Avec chacun. Avec chacun. Et quand vous regardez les territoires, ils sont tous très différents. Et à ces questions-là, ils ont des réponses différentes. Parce qu'il y a des enjeux locaux, parce qu'il y a des amitiés, des inimitiés, des événements spécifiques à chaque terre. Donc, et prendre en compte donc, la spécificité de chacun, son temps, mais aussi ses enjeux particuliers, ses ambitions, ses orientations, ses choix, etc.
Donc le travail de terrain très spécifique et très local, de compréhension profonde des enjeux, est la première réponse. La deuxième, c'est qu'on a ouvert un vrai dialogue. Alors je dis vrai, tout à l'heure, c'est exactement ce que disait le vice-président de l'Assemblée nationale, le vrai dialogue, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile, c'est courageux, ça demande de l'humilité, ça demande une capacité de remise en cause et d'abandonner un peu de pouvoir. Quand on ne sait pas le point auquel on va aboutir, comme vous avez dit, eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile pour un élu, c'est pas facile pour un dirigeant, c'est facile pour personne. Bon. Et ce vrai dialogue, on l'a aussi construit avec chaque maire, évidemment. Et à cette occasion-là, j'ai constaté qu'il y avait un contresens, ou une ambiguïté, tout le moins, sur le mot dialogue lui-même en France. Quand j'allais voir les maires, je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le maire? Pourquoi ça se passe si mal? Il n'y a pas de dialogue. Et quand j'allais voir les cadres chargés de ce dialogue, ils disaient quoi, il n'y a pas de dialogue? Mais tous les jours, on discute. Et aucun ne mentait des deux. Et donc, il y avait une espèce de fait qu'on ne mettait pas du tout la même chose derrière le mot dialogue. Pour les uns, le dialogue, c'est d'avoir très bien préparé ses dossiers, d'arriver et d'être en capacité de convaincre et de démontrer que votre solution est la bonne. Ce n'est pas ça le dialogue. Le dialogue, c'est la co-construction d'une réponse partagée. Et c'est ça qui est difficile. Ça suppose d'abandonner un peu de pouvoir, ça suppose d'écouter et de donner la main, ça suppose, et ça a comme effet, de créer les conditions de la confiance. Comment est-ce qu'on, dans ce contexte-là, on crée les conditions de la confiance? Je ne sais pas si c'est vrai partout, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des moments où il faut poser des actes qui sont des chocs. Alors, on a entendu parler ça du choc de la confiance, sauf qu'il n'y a rien derrière. Si on discute vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire comme acte qui fait qu'on va créer les conditions de ce dialogue? Parce que si le dialogue, on arrive dans une situation de défiance absolue, on ne peut rien faire. Donc, il dit, le choc de la confiance, ça a été de dire, monsieur le maire, toutes ces transformations que l'on décidait nous-mêmes avant, on ne les décidera pas sans votre accord formel et celui de votre conseil municipal. Ça demande beaucoup de courage. Et c'est une vraie prise de risque que d'ailleurs des cadres de la Poste m'avaient reproché en disant « Monsieur le Président, vous venez de décider un moratoire ». Ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que instantanément, ça recrée de la confiance. D'abord parce que les gens savent qu'on ne va pas leur imposer des choses qu'ils ne veulent pas. Donc ils sont prêts à rentrer dans le dialogue, ils sont prêts à écouter. Donc ça crée à la fois de la considération et de la capacité d'écoute mutuelle. Ensuite, on s'est là aussi, dans ce dispositif-là, donné le temps. Il y en a certains avec qui on a eu 6 mois de discussion, d'autres 2 ans de discussion. De se donner le temps, et on avait aussi défini assez systématiquement une méthode assez simple, mais que malheureusement on n'applique pas souvent, qui est de dire, bon, 1, quelle est la situation actuelle, comment ça se passe? 2, qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme objectif? 3, quelles sont les différentes options pour y arriver? Bon. Et donc, c'est ce dispositif-là de dialogue authentique qui a permis effectivement de réussir ce partenariat et cette transformation. Et puis, on l'a complété, c'est mon dernier point, par la mise en place d'un dispositif de structure locale, au niveau départemental, qui étaient des structures de décision et de contrôle. Et là aussi, ça consistait à donner la main aux élus. Ces structures de décision et de contrôle sont des structures, d'abord, uniquement formées d'élus. Il n'y a pas l'État, il n'y a pas le représentant du préfet, il n'y a pas quelqu'un de la Poste, il n'y a pas de syndicat. Avant, on avait fait il existait déjà des choses comme ça, mais il y avait tout dedans. Tout le monde était là. Et ça venait des espèces de batailles d'influence, etc. Non. Monsieur, vous, les élus, c'est vous qui êtes en responsabilité de définir ce que doit être l'organisation du service public et du bien commun. Donc c'est vous. On va vous aider, il va y avoir un secrétariat qui va être le secrétariat de la Poste. Ils vont préparer les dossiers, faire les ordres du jour, en liaison avec le président, etc. Mais c'est vous qui décidez. Vous allez examiner et décider de tous les projets d'amélioration du réseau de Poste qui vous paraissent les plus importantes. Chaque année, vous allez décider le programme d'investissement et d'amélioration. Ah, mais Monsieur le Président, il faut de l'argent pour ça. Bien sûr.
l'argent que la Poste consacrait dans son propre budget à ces transformations-là, elle les a sortis de son budget, elle les a mis dans le fonds géré par les élus. Ça ne coûte pas plus cher à la Poste. Mais c'est les élus qui gèrent le dossier. Et à partir de là, ils sont à la fois pris en considération et il n'y a plus de discussion. Parce que si c'est quand c'est la Poste qui décide, c'est pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi l'autre, pourquoi ceci. Non, vous avez l'argent, vous avez décidé entre vous des programmes prioritaires. Et puis enfin, comme toujours dans ce domaine-là, tout ça a permis de définir un niveau de service public et il y a un dispositif de contrôle. Donc c'est vous qui allez contrôler tous les ans, par la manière dont vous voulez, contrôler le dispositif. Voilà. Donc tout ça pour dire que, si j'avais à résumer, je pense que les 3 thèmes principaux sont la capacité à bien gérer le temps et la spécificité de chacun dans un dialogue local, la mise en place d'un dialogue authentique dans lequel on a réussi à construire de la confiance, et la mise en place de dispositifs de gestion et de contrôle contrôlés par les territoires eux-mêmes. Merci beaucoup pour ce mode opératoire très concret, et non seulement très concret, mais qui a démontré par son efficacité au travers l'exemple du groupe La Poste.